Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Codex. Donc dans la dernière vidéo, je vous avais montré OpenAI, donc GPT-3, et aujourd'hui ils ont sorti quelque chose de spécifique pour le code, donc appelle Codex. Donc vous pouvez vous inscrire à la bêta privée, et donc on va commencer sans plus tarder. Donc une première chose qu'on va voir, c'est comment en fait à partir de simples phrases générer du JavaScript. Donc là par exemple, si je prends les différents exemples à ma disposition, je peux en fait juste lui dire de créer en fait une red ball qui va en fait se balancer sur l'écran, et donc juste en appuyant, là vous voyez qu'en fait tout le code, le JavaScript va être créé, donc il va créer par exemple la balle, ici il va créer la fonction, etc. Et vous avez le résultat qui apparaît. Donc je peux vraiment faire ce que je veux, donc dans la limite bien sûr des choses. Par exemple je peux dire make rayo yellow rectangle move randomly every 2 seconds. Donc là, normalement, il devrait comprendre de créer et bien sûr de le faire bouger donc randomly. Donc on peut voir également ici donc, toute la partie un peu l'intervalle, etc. Et en fait, on voit que ça marche parfaitement et que j'ai bien en fait cette notion de 2 secondes qui est intégrée. Donc ça, c'est un peu pour tout ce qui va être les applications, donc pour tous les, je sais pas, les jeux vidéo, les choses comme ça, si vraiment vous ne pouvez pas vous en embêter, ou un peu les animations, puisque vous voyez, par exemple, je peux lui dire make a storm small, pardon, un ouragan en fait sur un fond noir, et en fait il va carrément générer, donc par exemple les effets de neige, etc., les snowflakes, et donc le faire toutes les 2 secondes. Alors qu'en prenant du temps, ce sera un petit peu plus compliqué, puisque il faut en fait définir, il faut dire de faire bouger randomly, etc. Alors que là, il vous crée tout le code, et bien sûr, vous pouvez le copier-coller. Donc bien sûr, vous pouvez également utiliser cette fonctionnalité pour créer des sites web très rapidement. Donc là, donc dans l'exemple qui est providé, c'est juste en fait de créer un site web pour un chat. Donc en fait, ce que j'ai fait, moi, c'est je vais l'utiliser pour ma chaîne YouTube, par exemple. Donc là, je lui ai dit de créer un site web qui s'appelle Padage pour coder, mettre des bright colors, add a small paragraph about Python, et in the header, je vais peut-être enlever ça parce que des fois ça bug un petit peu. In the header, write a bio. Et donc, une fois de plus, on voit qu'ici il va en fait centrer, par exemple, il va définir la police, etc. Voilà, Pascal qui est ma name. Donc vous voyez un truc, c'est pas non plus ultra beau, mais au moins ça vous donne un peu une idée. Après, vous pouvez toujours le changer ou l'améliorer, bien sûr. Donc ça, c'était pour la partie JavaScript. On va maintenant voir Python. Donc maintenant, on va voir comment générer en fait du code. Donc je peux par exemple passer en docstring les instructions, donc ce que j'ai envie de faire. Donc là, j'ai envie de créer une liste de premiers noms, de seconds noms, et en fait les combiner. Donc ici, vous reconnaissez en fait l'interface. Juste sélectionner DaVinci Codex, qui en fait Codex indique que j'ai envie d'utiliser pour le code spécifiquement. Et ici, je peux spécifier en fait la réponse. Donc là, je spécifie une réponse assez longue. De cette manière, je sais qu'il va me générer du code assez long. Et donc en fait, j'ai juste à y aller, à cliquer sur Submit. Donc on voit bien qu'il comprend qu'il y a la fonction random. Et donc ici, en fait, il me génère tout. Et donc si maintenant je copie ce code à Python et que je le mets dans mon éditeur, j'ai directement tout. Donc là, c'était plus pour des choses un petit peu redondantes. Mais maintenant, je peux, par exemple, spécifier en fait carrément une fonction. Donc je peux lui demander, par exemple, de calculer la distance moyenne entre un arrêt de points. Peut-être que la réponse là elle est trop élevée, du coup je vais peut-être un peu la diminuer, mais peut-être comme 64 généralement, ou 85. Et donc vous voyez qu'il m'a parfaitement en fait créé cette fonction. Donc la fonction, on voit bien que c'est la moyenne de la distance cartésienne, donc squared et la somme, donc mis au carré. Donc c'est bien la distance euclidienne, pardon. Et donc vous pouvez même en fait tester avec les points qu'il va vous générer et vérifier que cela marche bien. Donc je peux également faire des fonctions un petit peu plus complexes. Donc on pense bien sûr à la fonction classique que vous retrouvez dans tous les interviews, des choses comme ça. Par exemple calculer la fonction factorielle. Donc je spécifie juste que j'ai envie de définir une fonction, je donne l'input, c'est-à-dire la factorielle. Et donc quand je fais ça, vous voyez que là en fait il est intelligent, il comprend que là je n'ai pas passé de nombre en entrée, donc il s'attend à ce que l'user input un nombre. Donc c'est pour ça qu'on a la fonction input,
Et en fait, cette fonction, il va bien faire en fait la boucle de 1 à n plus 1, il va calculer en fait la factorielle. Donc c'est bien, mais c'est pas optimal, parce que si vous avez fait les cours d'informatique, vous comprendrez que j'ai envie de la faire récursive. Et donc par exemple, si maintenant je lui passe le n en entrée, est-ce qu'il va comprendre le truc? Et donc en fait oui. Donc là on a bien en fait la factorielle donc récursive, donc avec l'appel de la fonction, et donc c'est bien la fonction qu'on attend. Donc de cette manière, vous pouvez en fait générer tout type de fonctions. Donc plutôt que par exemple d'aller sur Stack Overflow, de voir comment, je sais pas, vous avez un exercice, créer une fonction pour trouver si le nombre c'est un nombre premier. Donc vous pouvez juste en fait l'écrire ici, définir l'input avec n qui est le nombre, et donc en fait il va directement vous faire la complétion. Donc là vous voyez qu'en fait il est assez intelligent quand même, parce qu'il comprend que si le nombre est inférieur à 2, c'est faux, puisque 1 ce n'est pas un nombre premier. Et autrement, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire une boucle de 2 jusqu'à ce nombre, et il va checker si le reste de la division euclidienne est égal à 0. Donc si ce nombre est divisible. Et donc si c'est le cas, il retourne fausse, et sinon c'est true. Donc pour ceux qui ont fait les cours de maths, donc je pense que c'était terminal spmat, c'est pas optimal. Pourquoi? Parce que là, normalement, ça devrait être np.sqrt. C'est juste en fait un algorithme qui dit qu'en fait, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'au nombre n, mais il y a besoin d'aller jusqu'à la racine de ce nombre. Donc ça peut être prouvé assez facilement, normalement. Donc voilà, vous avez en fait toutes les possibilités. Donc je sais pas, imaginons que vous avez envie de créer un arrêt de température. Donc on va peut-être pas mettre San Francisco, on va mettre Paris. Je vais mettre in degrees, in Celsius. Autrement, il va peut-être pas comprendre. Et donc en fait, il me crée bien en fait ces températures. Bon là en fait c'est pas non plus ultra accurate, puisque vous voyez que ça suit quand même un peu un pattern et que ça va pas donner des choses correctes. Et aussi au cas où vous vous demandez pourquoi ici c'est val, etc. C'est parce qu'ici en fait je l'ai copié mais j'avais pas mis en Python. Donc c'est pour ça que c'est bien important de spécifier le langage. Donc en fait comment ça se fait, vous pouvez mettre des commentaires, ou vous pouvez mettre également Python 3. Et donc là, normalement, il devrait le spécifier dans une way plus pythonique. Bon, là, il n'a rien compris. Je sais pas si c'est parce qu'il a utilisé l'ancien input, ou si c'est parce qu'il n'a pas compris que c'était vraiment du Python. Dans tous les cas, peut-être que... Bon, vous voyez que c'est pas... Des fois, c'est pas non plus ultra accurate. Ça dépend en fait surtout de l'input que vous lui passez. Mais là, par exemple, il n'a pas bien compris que c'est une fonction. Donc, par exemple, je peux créer une fonction get température. Et peut-être que ça va améliorer en fait la prédiction. Donc, je vous avoue que j'ai pas tout testé, mais vous voyez, des fois, c'est des choses comme ça. Donc là, il comprend quand même. Là, c'est encore pas mal. Je pense qu'il va carrément utiliser en fait une fonction weather qui s'attend à avoir les coordonnées de Paris. Et donc en fait, normalement, si vous avez les coordonnées, donc ça doit être les coordonnées géographiques de Paris, et donc en fait, il va vous générer à partir la température en temps réel. Donc c'est pas mal quand même. Il est quand même assez puissant et comprend quand même ce que j'ai envie de faire. Donc ça, c'était pour toute la partie génération de code automatique. Donc bien entendu, là c'était Python, mais on peut faire la même chose en R, en JavaScript, et maintenant on va voir l'explication de code. Et donc une autre chose très puissante que Codex peut faire, c'est l'explication de code. Donc là, moi je trouve ça très très bluffant, dans le sens où c'est quand même un problème assez dur, même en temps normal, d'expliquer le code, des choses comme ça. Et en fait, il arrive à comprendre. Donc là, je vais lui passer une fonction en JavaScript. Donc on voit que la fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Bon, vous pouvez le deviner un peu. Mais en gros, je peux juste lui passer, donc, qu'est-ce que cette fonction 1 va faire? Je lui passe également une réponse assez courte, et en effet, il peut deviner la réponse. Donc on a create an array of 50 random names, et en fait, oui, c'est clair, et en fait, on a bien le nombre 50 qu'il a également réussi à trouver. Donc maintenant, si à la place de faire ça, je repasse à mon JavaScript, à mon Python pardon, et donc je vais juste lui passer en fait la fonction qu'il a générée juste avant. Et en fait, donc ça, je lui ai en fait demandé qu'est-ce qu'il va faire cette fonction.
Et donc il arrive à trouver qu'en fait cette fonction elle va me calculer la factorielle d'un nombre. Donc là vous me dites oui mais en fait c'est assez simple parce que c'est dans le titre, etc. Et puis c'est une fonction assez connue. D'accord, mais maintenant ce que je peux faire c'est carrément lui passer des fonctions on va dire plus compliquées que même peut-être vous n'êtes pas en mesure de trouver. Donc par exemple cette fonction là, qu'est-ce qu'elle fait? Donc je lui passe le texte et elle me retourne ceci. Donc je lui demande qu'est-ce qu'elle fait. Même moi, hein, si vous me demandez comme ça, c'est vrai que c'est un petit peu chiant puisqu'il y a de la regex, etc. Alors que lui, en fait, ce qui est assez bluffant, c'est qu'il va quand même trouver la chose, en fait. Donc ça prend un peu de temps, mais en fait, il a bien raison. Donc elle prend bien un string, en fait, en tant qu'input, et retourne en fait tous les digits. Donc par exemple, ce que ça veut dire, en fait, c'est, imaginons que dans mon string, j'ai my name, blablabla, is, blabla, blabla. Donc il va bien me trouver en fait tous les digits et me les renvoyer. Donc c'est très utile si vous cherchez par exemple la date dans un string ou des choses comme ça. Et ce qui est assez bluffant en fait, c'est qu'ici j'ai mis aucun commentaire donc sur l'utilité. J'ai juste mis la regex, j'ai juste mis peut-être comme int le texte ici, mais il va quand même trouver en fait qu'il y a bien une regex qui va s'effectuer et surtout que la regex elle va trouver en fait les digits dans le string. Donc c'est assez bluffant. Donc imaginez maintenant que je mets une regex encore plus compliquée. Peut-être qu'il ne pourra pas trouver, mais au moins il pourra intuiter ou trouver la chose. Alors qu'un humain, tu vois, si on va lui passer une regex assez compliquée, c'est quand même très très dur de trouver à partir d'une regex ce que la fonction elle va faire elle-même. Donc bien sûr, je peux également appliquer ça au SQL, donc SQL en français. Donc par exemple ici, je vais en fait spécifier une query random où je vais dire en fait de trouver, etc., de faire des jointures, de faire ceci, etc. Donc, si vous connaissez un peu le SQL, c'est quand même une query assez simple. Normalement, il n'y a pas trop de complications, mais c'est peut-être plus pour des étudiants ou des gens qui apprennent le SQL, juste en plain English que ça fait, et en fait, ça va traduire directement. Donc, qu'est-ce qu'il va faire là? Ça va... je suis même pas sûr qu'il est bien traduit en fait. Ah ouais, non, vous voyez, en fait, c'est marrant parce qu'il a... Ah si, il a bien traduit. 10, mais est-ce qu'il a traduit le fait que j'ai envie de between? Ouais, en fait, il va dire given time period. Mais il n'a pas dit, en fait, entre 2006, donc 6 et juin, durant le mois de juin. Et ensuite, il a dit group the resultat by. Donc, c'est quand même assez précis et ça peut vous aider dans le cas où, par exemple, vous ne savez pas trop la fonction having, vous ne comprenez pas trop ce que ça fait, ou à la place d'un having count, je pourrais mettre, je me souviens plus trop du SQL, mais par exemple max, ou group by, average, supérieur à all, etc. Donc c'est toujours un peu utile lorsqu'on apprend le SQL. Et donc on va se quitter avec ce que je considère la chose la plus impressionnante, c'est la translation de code. Et donc maintenant pour finir on va voir la conversion de code. En fait c'est l'idée par exemple d'avoir le code Python et en fait de le transformer de Python à R, donc en deux langages. Donc pour ceux qui l'ont déjà fait, c'est une tâche assez ingrate, au sens que c'est pas fun du tout, c'est assez chiant, ça prend beaucoup de temps. Et donc en fait, ce que ça va faire ici, grâce à DaVinci Codex, c'est qu'on peut l'automatiser. Donc par exemple, là je vais lui passer la fonction factorial en Python, donc je lui précise rien d'autre comme indication, en lui disant par exemple juste de convertir ce code, et en effet, donc il va bien en fait me créer donc ce même code en Python, mais juste équivalent. Donc vous voyez qu'en fait c'est pas très dur, mais c'est juste tout ce qui est chiant, c'est les brackets, ou en fait les parenthèses, les choses comme ça en fait. Mais autrement c'est pas compliqué du tout. Donc bien sûr je peux faire la même chose avec du JavaScript, ou any language que je veux. Donc ça pourrait être du Python tout du Pascal tout du Python. Je sais pas s'il y a de l'assembleur, mais vraiment les langages vraiment chiants, les trucs comme ça. Et donc par exemple, si j'ai envie de lui dire de en fait écrire ceci as a React component, bah, on va le faire, et comme ça on va voir même ce que ça va être, parce que le React normalement ce sera plus facile. Et donc vous voyez qu'en fait là c'est bien un hello message, et en fait ça va juste me renvoyer le nom de la personne, et donc je peux juste lui en fait lui passer le component hello message John et l'insérer dans le chose. Donc là ce que vous voyez, ce que j'aime pas trop par contre, c'est qu'il y a des classes, donc on n'est pas avec du React fonctionnel. Et en fait, ça veut juste dire qu'en fait, je pense que le modèle a été entraîné principalement sur de l'ancien React. Parce qu'aujourd'hui, on n'utiliserait plus des classes, on utiliserait juste des fonctions, en fait. Comme je vous l'ai en fait appris
dans le cours de React Native et comme je vais vous l'apprendre dans le cours de React qui arrive très bientôt. Donc je peux également pousser la chose plus loin. Je peux par exemple, vous vous souvenez en fait, la balle rouge qu'on avait créée. Ben, en fait, ce que je peux également essayer de faire, c'est carrément prendre ce code qui a été généré ici donc en JavaScript et donc je vais le traduire tout simplement parce qu'en fait moi j'ai envie d'utiliser un React dans mon code et comme ça m'a l'air un peu long, je vais spécifier la response length. Donc je vais la mettre peut-être à, allez, on va craquer, on va mettre à 600. La température, donc c'est les différents paramètres, vous pourrez les voir plus en détail. C'est un peu des paramètres de probabilité, etc. Donc dans la température, plus c'est bas et moins c'est random, alors que plus c'est haut c'est élevé. En fait c'est un paramètre de randomness et pour les autres c'est la pénalité. Et donc on va voir si ça marche. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est qu'il va en fait avoir l'ancien chose, c'est-à-dire il va utiliser did mount, etc. Et, mais il arrive quand même à faire des trucs, hein. Ça a l'air vraiment pas mal. Et je pense qu'en fait, si vous prenez ce code et que vous l'appliquez dans votre React, justement, ça devrait marcher. Donc vous voyez qu'il prend bien en compte le state initial, etc., avec le XY, le speed, etc. Et donc je crois que, bon je regarde juste en détail, hein, j'ai pas vu, mais par exemple il chope que si la position X elle est inférieure à radius, inférieure à 0, ouais, bon peut-être à voir, hein, peut-être il a mis un peu des bêtises, mais ça peut quand même marcher. Ça peut quand même marcher, donc à tester. Et vous voyez qu'en 2 secondes, j'ai réussi en fait à générer donc ce que je voulais faire. Et donc imaginez que demain, je sais pas, votre client ou vous voulez générer, allez, je sais pas, un nuage, une avalanche ou des choses comme ça. Vous pouvez juste le faire ici. Je vais generate a background. Comment on dit avalanche en anglais? Je vais mettre sunset with clouds moving. En gros, je lui dis de générer un background donc qui me rappelle en fait le sun. Ah, c'est pas mal ça, il comprend que je veux le sun, il comprend les nuages. Donc j'espère que ça a bien marché. Donc je sais pas pourquoi, mais je pense qu'il a quand même généré le sun. Et après je pense que ça doit être une histoire de quelque chose qui marche pas forcément ou qui est pas bon, mais il y a quand même de l'idée. Et en fait vous reprendre ce code, vous en inspirer, peut-être corriger en fait ce qui manque, et donc ensuite le transformer en React et l'injecter dans votre code directement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc pour vous inscrire à cette bêta, comment vous faites? Vous allez sur le site d'OpenAI et en fait vous juste s'inscrire. Donc moi c'est grâce notamment à ma compagnie que je peux, mais vous pouvez, si vous avez des idées ou si vous avez des open source projects ou des codes GitHub, vous pouvez également l'appliquer et je pense que vous pourrez être sélectionné. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des likes, etc. Et on va se retrouver très bientôt. Donc là je suis en train de le finir. C'est le tutoriel React. Donc comment créer un site web type Blablacar en 10-15 heures quoi, donc ce sera from zero. Et donc restez au courant et on se retrouve très bientôt. Merci à vous en tout cas.